Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Overtime. Très heureux de vous retrouver. On a eu le bonjour déjà de Jean-François, de Vladi, de Morissette, de Kenji, déjà présent avec moi-même et nos invités. Nos invités, tout d'abord, il a pris sa plus belle plume et s'est mué en espoir du hockey, écrivant au CEO de Fribourg, qui lui a d'ailleurs répondu. Gentleman, Raphaël Berger. Exactement. C'est Stéphane Rochette. Salut Stéphane. Salut tout le monde. Il ne calcule pas ses heures pour faire du rêve de National League de Gaëtan Jobin, Guillaume Manet et David Ebicher un beau souvenir, quoi qu'il arrive. C'est Jérôme Beuchat. Salut Jérôme. Salut à tous. Il est le docteur et sciences de la Swiss League. Ça tombe bien, vous pourrez lui poser toutes vos questions sur les playoffs qui battent leur plein. Salut à Régis Serre. Salut Régis. Salut Jacques, salut à tous. Et puis tantôt producteur, tantôt web, ma passion pour le commentaire a débuté à 14 ans. Et oui, déjà avec mon premier reportage radio, 38 ans plus tard, la passion est toujours la même. Je suis Jacques Lesquereux pour vous servir. Bonjour à toutes et à tous. T'as été bloqué un petit moment là. Ouais, je me suis fait du question pour un champion là. On a vu, les gens réagissent déjà. Il y a Georges qui nous salue, il y a Smets qui nous salue également. Ce qui vous fait rappeler aussi que vous pouvez nous envoyer vos commentaires lorsqu'on évoquera une catégorie ou une autre, un club ou un autre. Donc n'hésitez pas. On vous rappelle aussi que cet Overtime sera disponible et sur Spotify et SoundCloud, Apple Podcast et sur YouTube également. Bref, vous pourrez revoir et réécouter où que vous vous trouviez cet Overtime. Un Overtime où on va parler de Swiss League, bien évidemment, avec les playoffs, des clubs romans engagés dans ce championnat de National League qui ont connu des fortunes diverses, et puis un débat sur ce classement, cette bouteille à encre, comme je vais l'appeler, entre la 2e et la 7e place. C'est un championnat complètement dingue pour ne pas terminer en dessous de la 6e place, etc. Ça, ce sera dans notre partie débat, mais débutons tout de suite avec le sujet chaud du moment, puisque les playoffs de Swiss League battent leur plein. 3 équipes ont déjà réussi à engranger 3 victoires en 3 rendez-vous. C'est Cloton contre La Chaux-de-Fonds, Ajoie contre Viège et puis Olten contre Sierre. Langenthal mène 2-1 contre Turgovie dans sa série. C'est la série la plus disputée. Alors Régis, on l'a dit, docteur et sciences de la Swiss League, donne-nous ton avis sur finalement ces résultats pour certains clubs déjà à 3-0 après 3 rondes. Alors, un tout petit peu déçu que ce ne soit pas un peu plus disputé quand même. Ça, c'est le premier constat que je fais. Mais ce que je dirais peut-être, c'est qu'il y a une hiérarchie qui a été établie pendant le championnat. On voit que dans l'ensemble, elle est très bien respectée, trop bien à mon goût même. Et je pense que c'est lié au fait qu'on n'a pas de public. Il y a peut-être des émotions à domicile qui sont un petit peu moins exacerbées pour ça. Et ce qui fait qu'on ne s'achemine pas vraiment vers des surprises dans ces quarts de finale. Si ce n'est peut-être Olten-Sierre, mais enfin, sur le papier, est-ce que c'est vraiment une surprise ? Moi, je dirais que la grosse déception, c'est le HC Sierre actuellement par rapport à ce qu'il a montré en championnat. On les avait, mis en avant, on les avait vraiment mis comme la bonne surprise. Et puis là, on se rend compte que les leaders, ceux qui ont tiré l'équipe en avant, ils sont complètement à côté. Asselin, à aucun point, je veux dire, qui aurait imaginé qu'après 3 matchs de play-off, Guillaume Asselin est encore à 0 points. Leur meilleur compteur, c'est Thibaut Monet avec 2 buts. Alors, c'est super de voir Thibaut qui est encore en forme à ce moment-là. C'est tout à son honneur. Mais quelque part, d'un autre côté, ça montre que ça ne suit pas comme ça a bien suivi en championnat. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé durant ces 10 jours de pause. Mais visiblement, là, tout cet état d'esprit, cette magie qui avait fait la force du HC Sierre pendant les 46 matchs du championnat régulier, ça a un peu volé en éclats. Ouais, moi, je me termine un peu là-dessus. Écoutez, clairement, la ligne de Montandon et Asselin ont été les fers de lance tout au long de l'année, ont été dominants, ont fini 3e et 4e meilleur marqueur de la Ligue, quasiment aussi dominants qu'Azan et De Vos, sauf que derrière, il y a une équipe qui a beaucoup moins de profondeur que celle d'Ajoie. Donc, si vous jouez contre une équipe qui a 2 joueurs dominants et que derrière, il y a très peu de profondeur, vous vous concentrez sur ces 2 joueurs-là, cette ligne en particulier. Si vous réduisez à néant leur production offensive, vous allez les battre. C'est facile à comprendre. Ajoie, si vous contenez Azan et De Vos sur 1 ou 2 ou 3 soirs, ce qui est compliqué, mais ce qui est faisable, on l'a vu, Viège l'a fait les 2 premiers matchs, il y a quelqu'un derrière pour faire la différence. Il y a Gilles qui réagit en disant est-ce qu'Asselin n'a pas été trop utilisé, pour rebondir à ce que tu as dit, Régis, trop utilisé avec Genève?
Non, mais il a quand même pas joué 23 minutes par match avec Genève. Il a été utilisé de manière très appropriée, je trouve, Genève. Genève l'a pas brûlé, lui a donné les cartes pour s'exprimer. Moi, je soupçonne pas Guillaume Asselin d'avoir encore la tête à Genève. Je pense pas que c'est le genre du bonhomme d'être comme ça. Loin de moi cette idée-là. En plus, il est revenu le mercredi à Sierre. Il a eu 7 jours pour préparer ce match de play-off. Voilà quoi, il n'y a pas que lui, hein, j'ai bien dit, il n'y a pas que lui, toute sa ligne elle est comme ça. Et puis bon, Danny Gélina avait quand même équilibré un tout petit peu ses blocs. Il avait mis Castonguay avec Dolana, des choses comme ça, mais même eux, bah, ça fonctionne pas comme ça devrait quoi. Et bah, quand on n'a pas vraiment de leader qui tire l'équipe en avant sur ces deux premiers blocs, et qu'en face, il faut quand même le dire, Holton, c'est une vraie machine avec Nunn, avec Nelson et McTavish dans son premier bloc. C'est un peu de la folie comme ça tourne. Ben, il n'y a pas le répondant. Donc, pour l'instant, tous les indices sont là pour dire que Sierre est mené 3-0 et ben, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est assez logique compte tenu de ce qui Mais quoi qu'il arrive, moi je trouve ça dur. Peut-être c'est juste de blâmer les leaders qui ne sont pas au rendez-vous maintenant sur 3 matchs. Mais moi, je trouve ça dur parce que si vous regardez l'ensemble du championnat, ce qu'ils ont réalisé cette année, c'est grâce à eux, notamment, et beaucoup, en grande partie, que Sierre a connu la saison surprenante qu'ils ont connue. Et là, s'ils ont un petit coup de mou dans les playoffs, parce qu'ils sont vraiment couverts et mis sous pression, on peut s'entendre pour dire qu'on va se garder une petite gêne quand même par rapport à eux, parce que j'entends les commentaires, les gens, ils peuvent te ériger en héros toute une saison, puis tout à coup, là, c'est de ta faute si tu as perdu. J'ai un peu de peine avec ça. Oui. Il y a des réactions aussi par rapport à la profondeur de banc. On parle notamment des 3e et 4e lignes en disant que les premières et 2e, c'est une force, mais au niveau de 3e et 4e bloc, c'est là que ça se gâte un petit peu. Jérôme, on le voit en National League, hein, lorsqu'on a des 3e, 4e blocs extrêmement solides, c'est un sentiment que j'ai en tous les cas. On a une équipe qui peut plus rivaliser que quand elle a que 2 blocs à faire tourner pour un match. Bah, je crois depuis qu'on a overtime, on le dit souvent. Les favoris au titre, c'est Zug, Zurich et Lausanne pour prendre la National League. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des 4e blocs qui sont hyper bien fournis par rapport à d'autres équipes qui mettent des jeunes. Donc là, entre Holton et Sierre, eh ben, effectivement, si les 2 premiers blocs ils s'annulent, on va dire ça comme ça, ben, la différence est faite dans le 3e et le 4e. Après, il ne faut pas oublier que Holton, c'est quand même il y a quand même de sacrés joueurs. Il termine 5e du championnat. Et puis, si ma mémoire est bonne, il gagne une fois 4-0, puis une fois 5-1 du côté de Sierre. Donc, en plus, les victoires, elles sont quand même assez larges. Maintenant, est-ce que Sierre va pouvoir revenir ? Le point d'interrogation. Parce que si Sierre retrouve son jeu comme en saison régulière, ils peuvent essayer d'accrocher quelque chose et puis faire douter Holton. Mais à 0-3, ça paraît compliqué quand même. Hein. Non. Ils ne gagneront pas. Ils ne vont pas en gagner 4 de suite. Il ne faut pas non plus. Ouais, ce n'est pas impossible, évidemment, ce que je dis là, mais c'est fort peu probable. Mettez-vous dans la tête des joueurs de Sierre en dessous des casques. Là. Bon, OK, on s'en va jouer à Holton, 4e match. Oh, tu sais, peut-être qu'il y aura 10-20 minutes de folie où on va tout donner, puis après, tout à coup, si Holton prend l'avance, ben, le soufflet va retomber, puis ça va, un peu comme Biège d'ailleurs, mais on va y venir après, j'imagine. J'ai encore aussi envie de rappeler quelque chose, c'est quand même un billet pour la National League au bout de ces playoffs, qu'on sent quand même la motivation de 2 équipes qui ressortent peut-être un peu du lot, certes Holton bien sûr, mais Cloton et Ajoie font office de grands favoris. Alors je ne sais pas si c'est votre avis aussi, mais on ressent quand même cette chance qu'ont les clubs de pouvoir accéder, notamment Cloton, hein, pour qui c'est un objectif majeur, de pouvoir accéder à la Ligue supérieure cette année. Peut-être Régis, toi qui suis ce championnat. Alors, Cloton, ils se sont vraiment donné tous les moyens possibles et imaginables pour monter en acquérant des gars comme Léonet, comme Meyer. Ils ont pris encore Udmark à touche à Lausanne, ils sont allés chercher Gunther, le gardien de Winterthur, ils sont allés encore se prendre Brace au cas où un de leurs étrangers serait blessé. Je veux dire, Cloton s'est donné tous les moyens possibles actuellement pour monter en cette fin de saison. Voilà le constat que je peux faire avec Cloton. Maintenant, pour Ajoie, c'est un petit peu différent. On fait avec ses moyens et on dit à l'équipe, bah, si avec vos moyens, vous êtes capable de gagner ce championnat, bah, on va assumer et on montera. C'est un petit peu un état d'esprit très différent d'un à l'autre, une pression qui n'est pas du tout la même. Et moi, j'entends qu'à Cloton, bah, ce n'est pas toujours facile. Hier, Léonet, il était surnuméraire avec Troutman, hein.
Dans quel club serait-il surnuméraire en Swiss League? Ces deux joueurs-là qui sont vraiment pas des mauvais joueurs, hein, Léonais. Je rappelle quand même qu'à Lausanne, voilà, ça n'a pas bien fonctionné, mais il était quand même pas largué sur les 2 dernières années qu'on l'a vu évoluer. Donc Cloton a pléthore de joueurs capables de jouer, 5 lignes sans aucun doute, et les places sont chères. L'état d'esprit ne doit pas toujours être facile aux entraînements parce que c'est là que les équipes elles doivent aller gagner leur place. Mais enfin, pour l'instant, Cloton fait le job, j'ai envie de dire, sans plus face à la Chaux-de-Fonds, parce que la Chaux-de-Fonds offre quand même des bonnes résistances. Même hier, ils ont perdu 7-1 parce qu'ils ont perdu le deuxième tiers-temps 6-0, mais ils menaient après un tiers. La Chaux-de-Fonds fait avec ses armes, avec sa fatigue aussi. Mais voilà quoi, Cloton sur la durée, il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas photo. Contre Chaux-de-Fonds, il n'y a pas photo. Sur l'ensemble du match, moi j'ai zappé hier un peu avec les 2 matchs qui étaient proposés. Ils ne sont pas dans la même ligue pour l'instant. Ils ne boxent pas dans la même catégorie, Chaux-de-Fonds avec Cloton. Au niveau des moyens, au niveau de la profondeur de l'effectif, au niveau des étrangers, au niveau des gardiens, à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas une surprise. Hein, et je pense que ça va se terminer en 4 et puis ça va être vite réglé. Lido a indiqué, Holton, c'est une équipe qui a de l'expérience lors des playoffs notamment, qui sait se monter en puissance. Tu vas les suivre demain, hein, Régis. C'est aussi ton avis que cette équipe d'Holton qui fait son championnat, normalement, arrive à mettre la casquette à l'envers et être prête pour ce grand rendez-vous? Pas du tout. Alors, totalement de la divergent, je le dis d'entrée, parce que Holton fait vraiment partie pour moi des équipes qui sont sur le papier bonnes, voire très bonnes. Pour moi, sur le papier, elle avait les moyens de terminer dans les 3 premiers avant le début du championnat. Et puis, pour moi, c'est un peu les spécialistes pour se rétamer, pour utiliser un langage que tout le monde comprendra, quand les playoffs arrivent. Parce que là, en tête, j'ai plus le dernier titre d'Holton quand c'était, mais je dirais que c'était dans les années 80 ou début des années 90. Donc, pour moi, Holton, en playoff, ils ont souvent échoué en quart de finale, en demi-finale, voire de temps en temps en finale. Mais ce n'est pas l'équipe qui a pour habitude de monter en puissance dans les séries. Alors là, je ne suis pas du tout de cet avis. Et c'est pour ça que je suis très surpris qu'il y ait déjà ce 3-0 actuellement face à Sierre. Donc ce que tu dis, c'est des chokers. Comme on dit au Québec, c'est des chokers. C'est des gars qui, quand ça compte, tac, ce club-là, il ne réussit jamais. C'est ce que tu dis. En tout cas, Holton, j'attends la preuve du contraire. Mais pour moi, c'est plutôt l'équipe qui se plante en play-off. Jérôme, tu voulais dire? Ouais, moi je voulais dire à Régis, tu es en train de nous dire que pour Ajoie, ça serait bien de tomber contre Holton en demi-finale alors. On n'a pas encore en rigolant. Demi-finale, mais j'ai regardé les résultats de la saison régulière. Une chose est sûre, pour Ajoie, ils sont en bilan négatif contre Holton, négatif contre Langenthal. Sur la saison régulière, ils ont gagné leurs 4 matchs face à Holton. Mais est-ce que c'est la même équipe d'Holton qu'on voit maintenant par rapport à celle du championnat? Là, j'émets quand même une réserve parce que j'ai jamais vu Nunn et Knelson avec des statistiques comme ça. Sauf erreur, 8 points en 3 matchs pour les deux. Et puis, si on fait référence encore à leur fin de championnat régulier, c'est je crois, 30 points sur les 10 derniers matchs, quoi. Seulement. Bon, ça va. C'est pas mal. J'ai envie de rebondir. Belle montée en puissance. Hein. J'ai envie de rebondir, Régis, on sait, on le rappelle encore une fois, ce billet supplémentaire pour la National League. Toi, tu viens de la région Anjoulotte. Est-ce que tu sens quand même un petit peu cette effervescence par rapport à ces playoffs, même si effectivement, dans les patinoires, il n'y a pas de public, de s'imaginer déjà pour la saison prochaine, pourquoi pas en National League? Les soirs de match, les bars sont pleins, les pubs sont pleins. J'ose pas le dire. Non, je ne sens pas cette effervescence. Clairement pas. Les gens en parlent playoff, les gens suivent d'un œil, mais c'est tellement pas comparable avec ce qu'on connaît habituellement. Moi, je le dis, je le répète, pour une équipe comme Ajoie, ce serait tellement dommage d'être promu cette saison sans pouvoir faire de fête, sans avoir de public, sans remplir les cantines, Enfin, quelque part, le sport, c'est bien quand on est en haut, mais la joie de monter, les émotions qu'on vit là, qu'on peut communier avec l'équipe, c'est tout aussi important. Donc, quelque part, ce serait dommage de monter, quoi. On va suivre ça de très très près, messieurs, avec le 4e acte, peut-être décisif, on l'a dit, pour 3 équipes, alors que dans un autre des matchs, il y aura un acte supplémentaire. On va passer à la suite du programme et on va parler du HC Vienne.
Le HC Bienne, pour qui, ma foi, ça ne va pas si mal que cela. Il y a eu cette défaite en prolongation face à Lausanne. Mais Stéphane, Régis, vous avez suivi le dernier match de Bienne du côté de Lausanne. On a pensé longtemps que les Biennois allaient remporter une 7e victoire consécutive. Peut-être toi, Régis. Moi, je dirais qu'on a été impressionné par le début de match. Et quelque part, la suite de la rencontre nous a peut-être, je dirais, mis le doigt sur le fait que Bienne était super bien rentré dans le match, mais qu'en face, il y a aussi une équipe qui n'était pas du tout dans la rencontre. Et il y a pas mal de joueurs. Et quand j'ai fait l'interview avec Marc-Antoine Pouliot à la fin du match, c'est la première chose qu'il a dit. On a mené 3-0, mais en face, il n'y avait personne qui avait du répondant, quoi. Et c'est peut-être ce qui explique qu'on a été un peu trompé par ce 3-0 sous forme de dire ça déroule du côté de Bienne qui cartonne et puis Lausanne est largué. On a vu un match, c'est 60 minutes, le deuxième tiers-temps, ça s'est compensé, les vases communicants ont agi, puis au final ça s'est terminé en prolongation, mais on a vu aussi que le classement il n'était pas infondé, quoi. Les deux équipes sont proches. Ça joue sur des momentum, ça joue sur des petites choses et de belles équipes, je pense qu'on a vu, Stéphane. Un match de 5-5, mais ça, c'est rare dans le championnat, des matchs, 10 buts marqués en temps réglementaire, 6-5 en prolongation. Il y a eu des beaux buts, il y a eu des erreurs défensives de part et d'autre, de grosses erreurs. Il y a eu 2 gardiens ordinaires, il faut le dire, des gardiens qui n'ont pas été mauvais, mais qui ont été moyens. Ils n'ont pas fait des big saves, qui se sont fait battre sur des trucs un peu bizarres, qui se sont troués au mauvais moment. Et ça a donné un match de 5-5, qui a eu donc à marquer 3 buts, dont un peu chanceux sur une déviation. Mais en début de match, il y a eu aussi un but chanceux, je pense, du côté de Bienne. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le rythme de ce match-là. Ça patinait, c'était engagé, c'était rapide, il y a eu des belles actions. Puis moi, des matchs de 5-5, même si ce n'est pas des matchs pour les coachs puis pour les puristes, moi j'en prends. On prend, nous. Ouais, nous, on commente, ça nous fait des trucs à dire. Ouais, puis vous dites on prend. Le HC Bienne qui a quand même pris 7 points la semaine passée sur les 9 possibles, 6 contre le CP Berne, 1 contre Lausanne. Après, au niveau du classement, je pense que Bienne aurait préféré peut-être faire 1 point sur un des 2 matchs contre Berne et prendre les 3 points contre Lausanne. Du coup, ça aurait fait 2 points de moins aux Vaudois au classement. Mais HC Bienne, au mois de mars, c'est quand même 18 points sur 21. Donc HC Bienne qui met la pression sur les équipes du top 6, mais qui n'arrive pas à passer cette barre parce que les équipes du top 6, elles carburent aussi bien. Lugano est aussi sur une super passe. Et puis, si le HC Bienne fait des points, mais que devant, les équipes en font aussi, ils vont parvenir. Il faut vraiment un faux pas de quelqu'un. Et pour l'instant, ce faux pas, il n'existe pas. C'est qu'on avait dit dans un des overtime précédents, Bienne, s'ils veulent revenir pour être dans le top 6, pour compétitionner pour une place dans le top 6, il faut qu'ils alignent une série de victoires. Il faut qu'ils collent plusieurs victoires de suite. C'est exactement là, ils sont à 18 sur 21 au niveau des points. Voilà. Donc c'est plutôt très bien. Mais il faut qu'ils gardent le rythme. C'est ça qui va être compliqué. C'est qu'à un moment donné, ça va un petit peu les rattraper et peut-être que ça va, au dernier moment, ça va être compliqué, mais ça va jouer à peu de choses. On va regarder le classement. Jacques, je pense que tu vas en parler de la situation du classement. Oui, on va en parler un petit peu plus tard, notamment dans le débat avec les confrontations qui restent pour les équipes engagées dans ce championnat. On l'a dit, il n'y a que 4 points d'écart entre le 2e et le 7e. Et puis moi, j'ai envie de rebondir aussi sur le fait que les prochains matchs des Biennois, ce sera Genève, ce sera Lausanne. Jérôme, tu en as clairement parlé. Je suis de ton avis, ce sont des confrontations directes. On va au-devant d'une semaine sans doute capitale pour les Biennois parce qu'ils doivent incontestablement remporter des victoires contre ces équipes qui sont en lutte directe pour leur obtention d'une place parmi les 6 premiers. C'est tellement serré. Alors après, il y a un match en moins pour une équipe, un match en plus pour l'autre. Mais de mon avis personnel, cette situation fait que les Biennois qui ont fait une belle série se doivent vraiment de la poursuivre maintenant avec des points contre ces équipes de confrontation directe. La donne, elle est simple. Le HC Bienne doit gagner ses matchs et doit attendre que Lausanne, Genève ou les autres équipes perdent. Donc, si Bienne joue contre Lausanne et Genève, c'est l'occasion de justement faire ça, c'est de gagner son match et puis faire une défaite pour Lausanne ou Genève. Les matchs à 6 points. C'est les matchs à 6 points. Exactement. Et puis maintenant, il y a dans l'actualité brûlante du moment un homme qui a annoncé prolonger son contrat du côté de Bienne. Certains l'appellent le papy. Mais un papy qui fait de la résistance, qui est à 990 matchs, c'est Beat Forster.
Alors, peut-être toi, Régis, Beat Forster, presque 1000 matchs, il va rentrer dans ce cercle fermé des joueurs qui dépassent les 1000 matchs. C'est quand même un des joueurs marquants de ce championnat de National League et de Ligue nationale, du coup. Ah, moi, je dirais même qu'il a marqué les années 2000 du hockey sur glace, on peut le dire. Depuis 2002-2003, on entend parler de Beat Forster. Il était aux Jeux Olympiques en 2006 à Turin. Donc, dans la longévité, c'est assez extraordinaire ce qu'il propose. Il a la chance aussi d'être défenseur. Donc, c'est peut-être un peu plus facile quand on est défenseur d'aller aux 1000 matchs, de rester au top actuellement, ce qui est peut-être plus compliqué quand on est un attaquant. Moi, je trouve quand même que, même si on voit là son but de la saison, il a quand même beaucoup ralenti. Il est un peu limite quand même. Et je crois plus dans son rôle, j'ai envie de dire, de montrer l'exemple, de donner des conseils aux autres jeunes Biennois, que vraiment dans un rôle très important sur la glace chaque soir avec le HC Bienne. Moi, je trouve que il a quand même un peu baissé, tout simplement. Ouais, moi, c'est beaucoup. Moi, je vais exactement dans ton sens, Régis, mais je me pose une question. Est-ce que le HC Bienne a eu le choix vraiment de re-signer Forster? Parce que si tu regardes les défenseurs de Bienne l'année prochaine, tu as Kreis qui part à Zug, Moser, il a signé jusqu'en 2024, mais il se dit qu'il va peut-être traverser l'Atlantique. Ulmer, il part au HCC. Lindbaum, c'est le point d'interrogation. Donc ça veut dire qu'en défense, il resterait Radgeb comme défenseur, on va dire, vraiment de National League. Puis après, tu as Delémont, Sartori, Stamfli. Donc, est-ce que tu as vraiment le choix de re-signer Forster? Oui, Jérôme, si Moser part outre-Atlantique, ils pourront le remplacer par un 5e étranger. Ouais. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas vraiment un souci. Lindbaum, s'il quitte le club, je pense qu'ils vont engager un peu un profil de défenseur et pas d'attaquant. Donc, pour les deux, je mets... mais il manque quand même de l'expérience si tu signes pas Forster. Mais clairement, pour le reste, oui. Et comme Ulmer, visiblement, est un peu limite dans les plans du HC Bienne, je suis tout à fait d'accord qu'avoir un gars comme lui est bien. C'est drôle comment les trucs sont discutés différemment, messieurs. Rappelez-vous quand on a signé Diaz, quand on a annoncé la signature de Diaz à Fribourg, tout le monde a dit 4 ans, c'est trop long. Il aura 35, 36 ans, ça ferait 35, 38, 35, 36, 37, 38. Alors 38, 39, ça va coûter beaucoup trop cher. Personne ne discute de ça à Bienne. À Bienne, on ne critique pas le club, on le supporte, c'est ce que je disais dans mes chroniques. Oui, mais Stéphane, c'est attendez, sérieusement, pourquoi personne ne remet Stéphane. ça en cause? Mais non, mais ce que je dis juste, c'est que le traitement de l'information, quand c'est Fribourg qui fait ça, c'est trop long, il va être trop vieux, etc. Puis alors, je m'excuse, mais quand je vois les petites papates de Diaz, puis sa vitesse d'exécution, puis son style de jeu, il va vieillir beaucoup mieux que Forster. Alors, ce que je dis, c'est que pourquoi cette décision-là, c'est super, elle a signé Forster, puis quand c'est Diaz qu'on signe pour 4 ans, on dit moi, je pense qu'il y a une grosse différence entre le fait que Forster, c'est une prolongation de contrat. Il est déjà dans le club, puis tu le signes une année de plus. Alors que Diaz, tu vas le chercher dans une autre équipe. Je pense que le traitement de la formation, elle est là la différence. Quand ils avaient prolongé Forster pour 3 ans à l'âge de 35 ans, ça a été le même traitement de l'information, c'est super. Quand Fribourg engage Diaz, on dit c'est une connerie. Ouais, mais parce qu'il y a un changement de club. Et tu te dis pourquoi ils vont chercher quelqu'un de entre guillemets vieux. C'est un peu ça le truc, je pense. Puis pour réagir à ce qu'a dit Régis, effectivement, c'est une signature que d'une année, on ne s'engage pas sur une longue durée avec un joueur, certes, bien évidemment plus âgé, mais un vétéran, entre guillemets, bien sûr, parce que c'est un joueur... Moi, j'ai eu l'occasion de le voir évoluer face à Berne. Je trouve que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est sur le porteur du puck, qui met de l'énergie dans le travail qu'il réalise, qui est au four et au moulin. Là, on signe une année, finalement, c'est qu'une année, alors qu'un joueur comme Diaz, 3 ans, certes, on a parlé clairement, Stéphane aussi, et je respecte ton même 4 ans, c'est même 4 ans, donc ça montre aussi, c'est un joueur de grande classe aussi, mais pour Forster, qu'une saison, je trouve que c'est un bel engagement pour ce joueur aussi. Étant donné la situation, on peut comprendre. Ce que je dis juste, c'est que ce n'est pas discuter la même chose pour la même année. Parce que quand on parle de Diaz, on parle de ses années de 38-39, alors que lui, même si une année, c'est son année de 38-39. Donc voilà, il y a une façon de traiter les choses qui sont un petit peu biaisé, je trouve, parfois. Il y a Fabien qui dit tu ne vas pas chercher un vieux, tu vas chercher Raphaël Diaz, capitaine de l'équipe nationale. Fabien Luisier. Oui, mais il a raison. C'est d'ailleurs pour ça que je me demande pourquoi on a traité l'information comme
beaucoup de dénigreurs de gens. On dit Fribourg, c'est une connerie. Dubé, il a été stupide de signer un vieux parce qu'il va être vieux à 38-39, c'est trop long. Alors, c'est ça qu'on a été remis en cause. C'est ça que je dis exactement comme monsieur. On a pour reprocher ça à Fribourg, à tort, à mon avis, parce que je pense qu'on a été chercher non seulement un vieux, mais un leader qui a beaucoup d'expérience, etc., etc. Donc, moi, je répète que je pense que Diaz, c'est un excellent coup. Après, il faut voir le prix, mais disons, sans égard au prix, c'est la même chose que Forster. Forster, tu peux le renouveler. Ça dépend du prix aussi. Donc, je pense qu'il a revu à la baisse ses prétentions, puis il s'est dit, bon, encore une année à peut-être 200 000 balles, je ne sais rien, je dis comme ça, mais 200 ou 300 000, voilà, puis à ce prix-là, voilà, tout dépend du prix. Il y a Billy qui réagit, qui me tacle par rapport au fait que je dis joueur qui donne beaucoup, etc. Effectivement, il dit que le match-up avec Forster est important face à une ligne rapide. On en a souvent parlé avec les anciens joueurs, entre guillemets. Hein. Il est out. Il est pas hors course, mais en tout cas, il est out dans la rapidité de jeu. Hein. Bon, on l'a vu samedi, c'est pas le but de Malgin, Régis, où Forster avait oublié ses patins à la ligne bleue, là, parce que... Je crois, oui. Il aurait eu le temps d'y délasser ses patins et de partir avec le puck. Malgin est très rapide, la fluidité. J'ai mis en avant la fluidité de Malgin, la facilité qu'il a à recevoir un puck sans perdre la vitesse et aller jusqu'au but avec un croisement ou deux. Là, Forster, la sortie de ces godasses, là, c'était... Il y a eu des problèmes de genoux. Et si vous regardez les pivots de Beat Forster, surtout lorsqu'il joue du côté droit, c'était le cas sur cette situation-là, il était du côté droit, c'est assez compliqué. Ouais, et Beat Forster, au plus-minus à Bienne, c'est le plus mauvais. Avec moins 9, il est à moins 9, ouais. Là, puis j'ai vu que Moser était à plus 18. J'ai vu ça avant le match de samedi. Je n'ai pas vérifié après le match, plus et moins. Moser est à plus 18, messieurs. C'est le meilleur joueur invisible de la planète pour moi. Non, mais c'est vrai, parce que non, mais je dis ça parce que Moser, on en parlait à NHL, on en a parlé samedi. Régis, il m'a interpellé sur Moser, sur son départ en Amérique, sur le draft de NHL. Je trouve que c'est un joueur qu'on ne voit pratiquement pas sur la glace parce qu'il joue d'une façon très simple, ne transporte pas trop la rondelle, donne le puck, prend peu de risques. On dit qu'il ne fait pas d'erreur, mais il prend tellement peu de risques qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas faire d'erreur. Il a amélioré son coup de patin, son côté offensif, etc., sans discuter, mais c'est un joueur qu'on ne voit pas sur la glace, qu'on entend. C'est pour ça que je dis que c'est le meilleur joueur invisible de la planète, sans rien lui enlever. Et son départ en Amérique, on verra. On parlait de repêchage dans son cas, etc. Des fois, je me demande si on ne fait pas un peu sa promotion à Bienne au niveau personnel, parce qu'on serait content qu'il traverse l'Amérique, on serait heureux pas en Amérique, on serait content pour lui, mais pour obtenir un 5e étranger, parce que c'est un drôle d'avantage quand même. Parce que j'ai vu des rapports de scouting sur lui, j'ai vu des sites spécialisés qui écrivent sur les futurs prospects de NHL, que je connais assez bien ce genre de site, et il y a des propos qui sont relatés de quelqu'un qui visiblement, en tout cas, a beaucoup vu jouer le HC Bienne, puis connaît très bien Moser. Donc, sans citer son nom, le journaliste en question se met dans les godasses de quelqu'un qui l'a vu jouer souvent. Et je pense qu'il y a un scout, je veux quand même le dire, il y a un scout qui travaille pour NHL, le site de NHL, pour NHL.com, puis pour le central de dépistage de la NHL, et qui travaille aussi pour le HC Bienne. C'est M. Rose, que tout le monde connaît. Et je pense que ses propos venaient de lui. Je parle peut-être à travers mon chapeau, mais je ne vois pas d'autres qui auraient pu parler comme ça de lui. Et là, je pense qu'il y a un petit conflit d'intérêts qui me dérange un petit peu. Tu ne peux pas travailler pour la centrale de dépistage, puis travailler pour une équipe, puis faire un rapport de scouting neutre. Si ça vient de lui, je mets un « si » parce qu'il n'est jamais mentionné. Sauf que dans ce rapport de scouting, je le dis parce que ça m'a dérangé, on le compare à Roman Josi. Là, sa façon de transporter la rondelle, son caractère offensif, est-ce qu'on peut respirer par le nez un petit peu? Là? Parce que Roman Josi, pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs de la planète. Et Moser est certes bon, 20-21 ans, il a certes fait énormément de progrès, ça va être un très bon défenseur suisse. Mais est-ce qu'on peut se calmer avant de le comparer à Roman Josi? Puis de parler de lui comme un choix de premier ou deuxième tour au futur repêchage. C'est sa 3e année d'éligibilité. Il n'a d'abord aucun avantage à être repêché parce que ça va le menotter pendant 4 ans avec une équipe qui l'aura repêché. Alors, il aurait meilleur temps de ne pas être repêché, pour lui, et puis de pouvoir faire comme un Pius Suter ou un Gaétan Haas, choisir au moment opportun, au moment où il sera prêt, parce que je pense qu'il peut avoir les possibilités de traverser une fois parce qu'il a quand même des qualités et puis il se développe drôlement bien. Et puis, je me dis, il aurait meilleur temps de ne pas être repêché, et puis de signer comme agent libre dans le club où il pense qu'il aura la meilleure chance, un peu comme Hoffman est en train de le faire avec Columbus, messieurs. Voilà, c'était pas mon coup de cœur, mais c'était ma parenthèse. Tu as dit que Moser est mis en avant par le HC Bienne. Ben, le match de lundi passé contre Berne,
le capitaine de Bienne, Kevin Fay, était forfait et c'était Moser le capitaine. Ouais. Donc à Bienne, on n'hésite pas à mettre un tout jeune comme capitaine. Moi, je n'enlève pas ses qualités, hein, mais c'est un défenseur, un caractère défensif. Et quand je lis des comparaisons avec Romagnosi, ça me défrise. Puis je ne suis pas tellement frisé parce qu'il ne me reste pas beaucoup. Ça me je trouve que là excusez-moi, là, on en met un petit peu. Il y a trop. Fabien qui dit Romagnosi à l'âge de Moser, peut-être la comparaison. Non. Romagnosi était des années-lumière devant lui. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, beaucoup plus offensif. Il a été repêché à 18 ans. À 18 ans, il faisait ce que Moser fait maintenant. Non. Pour moi, il n'y a aucune comparaison possible dans le style de jeu, dans la mobilité, dans la fluidité au patinage. Écoute, Moser, il n'y a pas de shoot. Je veux dire, c'est une de ses grandes faiblesses. Il n'y a pas de tir. Romagnosi a un tir redoutable. La fluidité, c'est deux joueurs complètement différents pour moi. Et quand tu parles justement de ne pas être repêché, on sent dans ton propos que tu as le sentiment qu'un joueur qui est repêché peut briser sa carrière, entre guillemets, en étant pêché, en étant obligé de... Si vous, à votre année de repêchage, votre première année d'éligibilité, si vous êtes repêché par les 2-3 premières rounds, parfait, vous aurez la chance, l'équipe va investir en vous, va vous signer, probablement va vous donner votre chance, surtout dans les 2 premiers tours. Au-delà du 3e tour, rendu au 4e, 5e, 6e, 7e tour, je le dis, ça sert presque à rien d'être repêché parce que vous êtes bloqué, lui, typiquement, parce qu'il joue en Europe. Ça veut dire qu'une équipe prendrait les droits sur lui pendant 4 ans. Ça veut dire que pendant 4 ans, l'équipe qui l'aurait repêché, Moser, il pourrait s'engager uniquement avec cette équipe qui l'aurait repêché pendant 4 ans. Ils auraient les droits sur lui. Et si cette équipe qui l'a repêché n'a pas de place pour ce genre de défenseur dans son alignement, est-ce que ça vaut la peine pour lui d'aller végéter 3 ans à AHL? Non. Il est mieux de rester ici, avoir beaucoup de responsabilités. Alors que s'il n'est pas repêché, et je le dis sur ça, je vous ai parlé de la première année d'éligibilité, mais même à la 2e et 3e année, ça vaut presque plus la peine parce que vous approchez de la date où vous serez totalement libre de vous engager avec qui vous voulez. Donc, à un moment donné, il n'y a aucun avantage. Regardez Pius Suter, s'il avait été repêché par, je ne sais pas moi, les Islanders de New York qui vont super bien cette année, bien, Pius Suter, là, il ne jouerait peut-être pas. Il n'y aurait pas eu. Mais là, il s'est dit, j'ai le talent, il y a des équipes qui s'intéressent à moi, je vais aller à Chicago parce que je connais Crawford, puis parce que c'est là que j'ai le plus de chance. Il a été chanceux parce que Jonathan Toews est blessé, mais c'est là que j'ai le plus de chances de jouer. Et c'est là l'avantage. De Kubalik, la même chose. Et il y en a plein d'exemples comme ça. Gaétan Haas. Quand vous êtes repêché, c'est super, le jour du repêchage, vous mettez le maillot, les photos, etc. Mais si vous ne l'êtes pas dans les 2 premiers tours, là, voire 3 premiers tours, voire votre première année d'éligibilité, ce n'est pas un avantage. Et les agents vont vous le dire. Tant qu'être repêché dans les 5, 6, 7e rounds, là, c'est sympa le jour du draft, mais ça ne vous donne pas d'avantage. Au contraire, c'est néfaste. Il y a beaucoup d'agents qui disent à des joueurs, et je peux vous en parler, si tu n'es pas pour sortir d'un premier tour pour X raisons, joue la fine, dis que essaie de trouver un moyen ou décourager les clubs de te repêcher. Ça ne sert à rien. Il y a Philippe Ducomin qui dit, mais pourquoi une équipe de NHL prendrait un joueur si elle n'a pas de place pour lui? Ben parce que ça empêche les autres de le prendre déjà. Et puis ils se disent, ça nous donne 4 ans pour le regarder. Il y a une équipe qui le prend à 6, 7e round parce que, mettons qu'il le prend à 5, 6, 7e round, tu ne prends pas beaucoup de risques. Et puis tu dis, on le regarde aller, on pense qu'il va devenir un gars de NHL, on a 4 ans pour l'évaluer. À Bienne, il y a beaucoup de glace, on a confiance en lui, on donne une responsabilité. Laissons-le grandir. Puis au moment opportun, quand on va penser qu'il est prêt, on va venir le chercher, peut-être une année d'AHL pour s'habituer au jeu physique à petite patinoire. Et bingo, il prend sa place. Voilà. Parce qu'il bloque ces 220 joueurs qui sont bloqués par des équipes d'NHL. Et une petite parenthèse aussi, si vous êtes repêché alors que vous êtes en Europe, c'est drôlement plus avantageux parce que les équipes ont 4 ans pour vous signer. Si vous êtes aux États-Unis et en Europe, ils ont 4 ans pour vous signer. Ils ont les droits pendant 4 ans. Si vous jouez dans une ligue junior canadienne, c'est une particularité, vous êtes désavantagé parce que ils ont les droits que 2 ans. C'est avantageux pour le joueur parce qu'ils ont les droits pendant 2 ans, mais les équipes ont tendance à repêcher plus facilement des Européens dans les rondes tardives parce qu'ils ont 4 ans pour les signer, au contraire des juniors canadiens. Voilà. Moi, j'ai une petite question pour toi, Steph, si je peux, si on a encore un peu le temps. Oui, bien sûr, on le prend. Et tu dis que pour Moser, ça ne serait pas avantageux qu'il soit drafté maintenant, mais lui, il n'en peut rien d'être drafté ou pas. Non, est-ce qu'on peut refuser? Non, la NHL, en fait, il ne demande rien à personne. Il pourrait repêcher Jérôme Beauchamp en 7e ronde l'année prochaine. Il ferait une affaire. Il ferait une très bonne affaire. Pas ton avis. La NHL, c'est une ligue indépendante qui, en fait, quand une équipe te draft,
c'est un gentleman agreement, c'est un règlement qui se dit, moi, je draft Jérôme Beauchamp en 7e ronde. Ça veut dire que pendant les 4 prochaines années, comme tu es un joueur en Europe, mais je ne peux pas refuser. Il n'y a aucune autre équipe qui peut te signer. Ça veut dire que tu ne peux pas aller jouer pour une des 30 autres équipes de NHL pendant 4 ans. C'est à moins qu'ils échangent tes droits, ils te bloquent. Eux prennent les droits sur toi pour la ligue qui s'appelle la NHL. Et toi, si tu veux aller jouer en KHL, si tu veux rester en Suisse, ça n'a rien à foutre. Ça ne t'engage pas. C'est que si tu veux aller jouer là un jour, le règlement de la ligue dit tu es obligé d'aller là parce qu'eux, ils ont décidé qu'ils prenaient les droits sur toi puis qu'entre eux, ils se sont arrangés comme ça. C'est juste ça, le draft de la NHL. C'est une prise de droit sur un certain nombre de joueurs à l'échelle planétaire. Ouais. Voilà. Et Simon dit quelque chose de très intéressant. Simon, il dit on appelle cela capitaliser et spéculer dans l'équipe. Donner le joueur prendre de la valeur. Le draft, c'est juste ça. En fait, le draft, c'est de spéculer sur qu'est-ce que ce joueur-là sera, qu'est-ce qu'il deviendra à l'âge de 22, 23, 24, 25 ans. C'est ça, le draft. C'est prendre des droits sur des joueurs qu'on pense de ce qu'ils vont devenir. Évidemment, les équipes ont tendance à repêcher parce que c'est du marketing, etc. Si vous regardez en première ronde, des joueurs qui sont le plus près possible de la NHL. Les plus gros, plus grands, plus costauds, plus matures. Parce que regardez en premier tour, parce que c'est les joueurs les plus âgés qui sortent au premier tour de cette année. Je pense que vous en avez plus de la moitié qui sont nés en fin 2001. Alors que si vous êtes né en fin 2002, ça veut dire que c'est une année d'éligibilité. Vous avez beaucoup moins de chance à cause de la maturité physique. Les joueurs, ils ont une année de plus. Bon, pour différentes raisons. Les plus vieux ont beaucoup plus de chances d'être repêchés tôt. Et puis, ça a une énorme influence pour la suite. Je pourrais vous en parler longtemps du repêchage. Ah oui, on va passer à la suite parce qu'il y a Patrice Chapuis qui me dit, les amis, on parle du classement de National League. On le fera dans un moment, ça. Mais on va passer à la suite et on va s'intéresser encore à Bienne et une interférence qui a eu lieu avec un arbitre qui a mangé la glace lors d'un match de National League. Et Stéphane, toi, tu voulais en reparler de cette interférence. Ben, écoutez, cette année, on a mis une ligne assez claire là-dessus. On ne touche pas un arbitre, ne serait-ce qu'accidentellement. Et là, excusez-moi, mais Kreis fait trébucher l'arbitre. Et c'est une scène qui, pour moi, me rappelle drôlement celle de Mercier. Rappelez-vous, Mercier, le juge avait mis 7. Le tribunal du sport lui en a mis 3. Donc, on a reconnu que faire trébucher un arbitre accidentellement alors qu'il est dans ton champ de vision, ça mérite une sanction. Alors, on a mis 3 à Mercier ultimement. Pourquoi Kreis s'est passé entre les gouttes, messieurs? Je vous pose la question. Celle-là, je sais d'où ça vient. Je ne peux pas trop vous en parler, mais je peux vous dire que ça fait grincer des dents les arbitres parce que, et puis du côté de Genève, parce qu'on dit, attends, 2 poids, 2 mesures. Pourquoi lui, il se passe entre les gouttes alors que Mercier, ça a fait une grosse histoire? Mercier a encore fait un écart pour essayer d'éviter, alors que lui, en aucun moment, il fait un écart. Jamais. Moi, j'ai revu les 2 séquences ce matin et j'ai essayé de me poser la question pourquoi Kreis est passé entre les gouttes. Alors, la différence avec Mercier, que j'ai trouvé, mais je ne défends pas Kreis, attention, c'est que Mercier, il est à la ligne bleue et il voit le puck arriver dans l'arrondi à Ambry. Et là, il se dit, je vais quitter ma ligne bleue pour aller dans l'arrondi. Et il sait pertinemment qu'il y a l'arbitre sur son chemin. Et puis, il fonce dans l'arbitre, et puis ensuite, il va batailler le puck. Alors que Kreis, à Lausanne, il a le puck, Kreis déjà, il tourne sur lui-même pour faire la passe, et ensuite, il suit sa passe du regard, et il tape dans l'arbitre qui est en train de reculer. Alors, est-ce qu'on a fait une différence entre le fait que Mercier n'avait pas le puck et Kreis venait de lâcher le puck? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut rentrer en ligne de compte? Moi, c'est ce qu'a relevé Lucas. Simplement, il a relevé ça, de dire qu'effectivement, à un moment donné, il a le puck, ce qui n'est pas le cas de Mercier, et que cette interférence arrive dans le feu de l'action, en fait. Alors, ça peut être un des éléments, Régis. Moi, je pense, dans le cas de Mercier, il y a encore un élément sur la forme qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a eu aucun geste de la part du joueur pour aller s'excuser, pour aller prendre des nouvelles de l'arbitre, pour montrer quelque part qu'on est vraiment désolé, j'ai envie de le dire. Alors, on peut toujours me dire « Oh ouais, mais s'il suffit d'être poli, puis de dire merci beaucoup, s'il vous plaît, et puis qu'on est gentil au jugement dernier, ben, tout va bien. » Alors, je pense une influence, mais moi, j'avais entendu dire, et je ne sais pas si Stéphane, toi, tu as eu la même information que moi, que après ça, en plus, il n'y a eu aucune explication, aucune, j'ai envie de dire, manière de vouloir atténuer ce qui allait se passer. On n'a pas
donné d'explication. On a dit, ah bon, on attend la décision et puis bah, on verra après. Donc, première décision, bah, comme M. Mercier n'a ni présenté d'excuses, même 2 jours après, hein, donc même dans les 48 heures, ni donné une explication, ni quoi que ce soit, bah, on a estimé que bah, quelque part, bah, il n'avait pas à justifier parce qu'il l'avait descendu. Et puis, c'est pour ça qu'on est passé à cette sanction aussi sévère dans un premier temps. Et c'est ensuite, quand il y a eu le recours, que là, il y a eu des explications et une tentative de montrer, j'ai envie de dire, un peu patte blanche et puis d'expliquer ça de manière différente. Je pense qu'à Genève, on a senti que c'était totalement accidentel. Merci. Elle a dit, moi, je vais aller chercher le puck derrière. Je me suis écarté. Donc, pour eux, c'était... Puis bon, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Donc, Mercier n'a pas pu aller s'enquérir de la situation de l'arbitre, au contraire de Kreis, parce qu'il y a eu un arrêt de jeu. L'arbitre est resté au sol, puis Kreis est allé sur lui. Alors, je comprends ce que vous dites, mais s'il s'agit de s'excuser pour atteindre la sanction, messieurs, on n'est pas dans la merde, puis pas juste un peu. Ah, pas non, que dans ce sens-là, Stéphane. Tu as raison ce que tu dis dans le principe de dire que Mercier est venu s'excuser en disant voilà, c'est dans le feu de l'action, etc. On passe de 7 à 3 matchs. Alors, si effectivement ça peut être considéré accidentel, c'est là que le bas blesse, de savoir qu'il n'y a pas d'enquête, en tout cas d'enquête ouverte pour prendre une décision sur cette interférence de Kreis. Alors, dans cette situation-là, et je peux vous dire de source sûre, ça ne s'est pas rendu au juge. Alors, ouais, effectivement, c'est peut-être là que le bas blesse aussi. Là, c'est pas le juge qui est bien en cause là-dedans. Je vous rappellerai que souvent, pour ce genre de cas, c'est la corporation des arbitres qui signale le cas au juge unique. Mais ça ne s'est pas rendu au juge, messieurs. Alors, voilà. Oui, donc... j'arrête mon explication là parce que... Affaire pas à suivre. Mais sauf que je trouve que c'est pas normal. Oui, effectivement, on a eu quelques avis d'internautes qui ont relevé ça. On parlait de Lucas notamment qui a dit que pour lui, il n'y avait clairement pas de raison de sanctionner. Il y a le pour et le contre. Il y a des personnes différentes qui s'expriment. Moi, je vous propose de passer à la suite de ce programme. Alors, d'habitude, on a un coup de cœur ou on a un coup de gueule. On était parti peut-être sur un coup de gueule et en finalité, c'est plutôt devenu une mise au point et qui est importante pour ceux qui ne connaissent pas forcément le hockey, pour ceux qui le connaissent aussi. Et c'est Jérôme qui va s'y coller aujourd'hui. On t'écoute, Jérôme. Oui, c'était au match Berne-Bienne de mardi passé. À un moment donné, il y a Conecker qui fait une faute. Il écope de 2 minutes. Et puis, il va vers l'arbitre. Alors, depuis où on est, la cabine de commentateur, on ne voit pas trop s'il est en train de crier sur l'arbitre et tout. Et il écope de 10 minutes. Donc, 2 plus 10. Et à la fin du match, donc dans le même match, il y a Forster qui fait trébucher son adversaire. Il prend 2 minutes de pénalité. Il va dire également son fait à l'arbitre. Là non plus, on n'entend pas bien ce qui se passe. Et il prend 2 minutes. Et ensuite, ça dégénère parce qu'il n'est pas content. Et il prend 10 plus renvoyé au vestiaire. Et en fait, à la fin du match, avec le commentateur de MySports Alémanique, on se dit, mais pourquoi Conecker a pris 2 plus 10 et Forster 2 plus 2 ? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Une fois, on a quand même Berne qui est 2 minutes en infériorité, et dans l'autre situation, Bienne qui est 4 minutes en infériorité. Et on se dit, dans le même match, c'est quand même bizarre de donner une fois 2 plus 10 et une fois 2 plus 2. Et le collègue alémanique a discuté avec Andreas Fischer, qui est le chef des arbitres, et la réponse, c'est quand un joueur réclame avec un choix de mots normal, on donne 2 minutes supplémentaires pour réclamation. Et quand il dépasse les bornes, on donne 10 minutes. Et puis ensuite, s'il dépasse vraiment les bornes, on peut le renvoyer au vestiaire. Alors la question qu'on se posait avec le collègue alémanique, c'est le choix normal du mot, il s'arrête où ? Elle est où la limite de, entre guillemets, la réclamation et de l'insulte ? Bon, moi, j'ai une liste de tous les gros mots là. J'ai une autre liste de tous les gros mots là. En allemand, en italien et en anglais. Donc voilà, non, mais c'est compliqué, hein, c'est du par cœur, l'arbitrage. Ils doivent tout mémoriser ça par cœur. Et puis, non, mais c'est pas vrai. Je vous le dis, M. Fischer, Andreas Fischer, que je connais bien, il s'en est sorti. Il s'en est sorti, mais c'est pas vrai ce qu'il a dit. C'est pas vrai qu'il y a le choix des mots, il est pour quelque chose. Les arbitres sont instruits à donner 2 minutes de méconduite. Il doit y avoir une gradation. Un joueur qui râle systématiquement, c'est 2 minutes. OK? Qui est identifiable, c'est 2 minutes. S'il continue de râler, c'est 10. Puis s'il continue de râler, c'est une deuxième 10 minutes qui se transforme en 20. Ça, c'est la gradation normale des râleurs. Sauf que dans ce match-là, en particulier, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est que Conacher a râlé, mais a aussi tapé sa canne contre la bande ou le plexi. Et ça, dans le règlement, c'est
clairement dit qu'un joueur qui tape contre la rampe, le plexi, en protestation, une pénalité qui lui est infligée en direction du banc de pénalité, c'est 10 minutes de méconduite. Donc, Conacher, il a eu 10 minutes parce qu'il a fait un geste qui est pénalisable de 10 minutes clairement dans le règlement. Donc, voilà. Tandis que Forster, il n'a que râlé. Il aurait dû taper sa canne et il aurait eu 10 minutes, ça aurait été moins péjorant pour son club. Je peux résumer ça comme ça. Donc, Forster a eu sa pénalité, 2 minutes pour avoir râlé. Il a continué 10 minutes pour avoir râlé. Il a re-râlé dans la direction des vestiaires. Donc, ça s'est transformé en temps. Mais Conacher, boum, 10 minutes méconduite au lieu du 2. Donc, ce que tu dis, Stéphane, c'est que si tu fais une faute et qu'en plus tu râles, tu as 2+2. Mais si tu fais une faute, que tu râles et que tu tapes ta canne, tu as 2+10. Donc, tu as meilleur temps de donc râler. Après ça, tu peux donner 2 pour avoir râlé, puis encore le 10 aussi. Voilà, c'est voir à quel moment il a donné la coup de canne, entre quels mots il a dit donner son coup de canne. C'est ça la question. On est entre les deux listes, et puis en plus, il y a un coup de canne. Alors là, ça tombe dans le livre des cas. Non, mais c'est de l'interprétation, c'est du jugement. Mais ce que M. Fischer a dit, le choix des mots, c'est pas vrai. Patrice a rebondi. Patrice Chapuis, on devrait 10 minutes pour chaque fois qu'un joueur râle. C'est moins grave que 2 minutes. Mais effectivement, Régis, tu voulais t'exprimer. T'en penses quoi de cette expression, cette phrase de Patrice? Alors, quand tu es commentateur, et on connaît tous ça, nous, c'est toujours le suspense. Quand on voit méconduite et ce fameux geste comme ça, qu'est-ce qui sera donné? C'est 10. Alors, je me rappelle souvent des propos de Stéphane qui me dit c'est à l'interprétation de l'arbitre. C'est quand même ça en priorité qui compte. Tu es d'accord, Stéphane? Normalement, ils disent de passer par la 2, mais s'il y a provocation de l'adversaire, il y a 2-3 situations où c'est 10. Mais c'est compliqué. Moi, parfois, j'ai l'impression de ma position que l'arbitre, il regarde le joueur et il voit ces machins, ça fait tout le match qui me les casse. 10 minutes de pause avec ce gars-là, mais ça va me faire un bien fou. Donc, allez, va 10 minutes en. Et comme ça, j'ai déjà 10 minutes la paix dans mon match. Tu n'as jamais ressenti ça, toi, dans ton expérience d'arbitre Moi, j'ai toujours détesté à mon époque, on avait supprimé cette 2 de méconduite. Au Canada, c'était ça. C'était le même signe que quand un gars râlait, c'était le même signe que le temps mort. Ça voulait dire 2 minutes de méconduite. Et le 10 minutes, c'était le fameux signe que tu viens de faire. Et on avait supprimé ce 2 minutes qui pénalisait le club, l'équipe, au détriment du joueur qui était stupide, qui râlait trop. Et je trouvais ça merveilleux. La 10 minutes, c'était une belle pénalité. Je ne le donnais pas souvent, mais c'était une belle pénalité pour donner 10 minutes au gars pour aller réfléchir et, comme tu dis, pour avoir la paix pendant 10 minutes. Puis le gars, c'est une espèce de carton jaune gratuit. D'ailleurs, il y a un arbitre récemment dans un match, comme vous dites, je ne veux pas nommer le nom, mais qui est allé vers le banc d'une équipe. Il a donné 2 minutes de banc mineur, puis il a dit carton jaune, messieurs. Je ne veux pas nommer le nom parce que je trouve ça scandaleux. Donc, Stéphane, oui. Donc, je te laisse finir. Pour finir, ce que je disais, c'est qu'on avait supprimé ce 2 de méconduite et maintenant, on l'a remis le 2 de méconduite. Je trouve ça con. Si tu râles, c'est 10, c'est terminé. Je déteste cette pénalité de 2 minutes qui rend le 2 minutes, qui transforme le 2 en 2+2, comme dans le cas de Forster. Je suis 4 minutes à 4. C'est un game breaker. Ça peut changer l'allure d'un match parce qu'un gars a pété sa coche ou les fils se sont touchés ou il était allé trop loin. Je trouve ça ridicule. Je préfère de loin ce 10 minutes qui ne pèsera pas l'équipe. On perd le joueur pour 10, OK, mais ça modifie moins le cours d'un match. Voilà, c'est un peu mon coup de gueule. Steph, toi qui as été arbitre, si tu as un 2-3 joueur fois. qui râle, 2-3 fois, ouais, pas beaucoup. Mais du coup, si un joueur râle sur une pénalité, est-ce que tu jettes un coup d'œil à l'horloge et puis au score, et puis tu te dis, si je donne encore 2 là-dessus, il reste 5 minutes, on est à 2-2, on est en play-off. Est-ce que ça rentre en ligne de compte? C'est sûr, parce que moi, comme arbitre, des fois, tu dois ramasser ta merde aussi. Parce qu'il y a un moment donné, tu le sais que tout à coup, tu as sifflé une pénalité un peu sévère. Et puis là, tout à coup, comme l'histoire, typiquement, le match à Lausanne où Allemand a été mis dehors, qui a eu une amende, les arbitres ont loupé une grosse pénalité contre Desharnais. Non seulement John Lausanne aurait dû se retrouver à 5 contre 3, il ne cède pas la pénalité, Desharnais marque. Ça a changé l'allure du match. On le sait souvent après, mais c'est un point tournant. Et il le savait en entrant au vestiaire que, on a fait une connerie, on en a loupé une. Tu la joues fine après. Tu ramasses un peu ta merde. Il faut que tu t'attendes à ce que les joueurs râlent un peu. Et puis, il faut que tu t'attendes que dans les fins de match, dans les matchs clés, il y ait des émotions qui sortent. Puis tu dois prendre ça. Ça fait partie du truc. Tu peux répondre aussi. Il y a des joueurs qui donnent tout de suite 10 minutes. Mais moi, je répondais. Quand un joueur me parlait sur ce ton-là, je parlais sur ce ton-là.
Quand un joueur me disait « Hey, ce soir, tu ne nous donnes pas de power play, mais je le répondais « Mais votre power play est mauvais, les gars, de toute façon. » C'est réglé. Vous n'avez pas marqué en power play. Non, mais c'est des répliques comme ça qui permettent d'être sur le même niveau, puis tu ne te laisses pas faire, mais tu gères ton match différemment. Moi, je pense que quand il n'y a pas de signe, quand il n'y a pas de geste du visuel, que tout le monde peut voir que le gars est râle, genre taper la canne, hurler, gesticuler, là, tu dois intervenir pour garder le contrôle de ton match parce que tu donnes le code à tout le monde qu'on peut faire n'importe quoi. Mais quand c'est juste ça, là, je peux vivre avec. Puis surtout quand tu sais que peut-être que là, c'est un moment clé, comme tu dis. Là peut-être la pénalité était sévère, je peux comprendre qu'il râle un peu. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le hockey sense, le feeling. Et puis ceux qui sont toujours comme ça, là, c'est ceux qui ont le moins de feeling, messieurs. Il a été évoqué le fait que moins tu as besoin d'interpréter, mieux ça va pour les arbitres aussi. Hein. C'est une sanction, c'est 10 minutes, c'est point. J'ai envie de rebondir juste encore avant de passer à la suite au cas Éric Fer. Il a rouspété, il avait certainement ta liste que tu nous as montrée il y a quelques secondes. Là. Oui, il s'est pris match et il n'est pas sanctionné de pénalité pour le match face à Langnau. Il joue quand même. On a besoin d'une petite explication et je pense nos auditeurs aussi. Écoutez, je l'ai appris le lendemain, parce que cette année, il y a un nouveau règlement, c'est que quand tu as 2 méconduites, à la deuxième, tu es suspendu un match automatiquement. Mais ça a toujours été comme ça. Et cette année, ça doit être pour la même raison. La deuxième méconduite que tu as reçue doit avoir été pour la même raison que la première pour être suspendu pour un match. Donc, typiquement, Fair avait eu 5 minutes plus match pour une bagarre, quelque chose comme ça. Et puis là, c'est parce qu'il a râlé. Donc, ça ne rentre pas dans la même catégorie. Ce n'est pas pour la même raison. Donc, il n'est pas suspendu. Nouvelle règlement, je pense que c'est les clubs de National League qui ont demandé ça parce qu'ils ne voulaient pas de suspension. Et Fair, messieurs, je peux vous dire, j'étais au match, il l'a mérité, puis il aurait dû mériter bien avant ça, parce qu'au bout d'un moment, là, il est chiant, mais quand il est quand ce joueur-là est sous contrôle, c'est un joueur d'une utilité incroyable. Je l'adore. Il est gros, il est grand, il est droitier, il prend des face-offs, il peut marquer sur le power play, piqué, il dérange l'adversaire. Il est utile, un des joueurs les plus utiles à son équipe dans le championnat. Mais quand il se met à râler, à faire le pitre, puis engueuler tout le monde, les juges de ligne, le banc adverse, ça finit plus au bout d'un moment. Là. Stop. Lui, là, il va trop loin, puis il dérange son équipe. Là, il a eu 10 minutes parce qu'il a gueulé sur le banc adverse, il provoquait les joueurs. L'arbitre a dit, ça suffit, ça c'est une provocation du banc adverse, c'est 10 minutes. Puis après, il est allé dans le banc de pénalité, puis quand l'arbitre a passé, il a donné un grand coup dans le plexi. Mais allez, du bal, merci, bonsoir. Et c'était mérité. Il aurait dû l'avoir bien avant ça parce qu'il a été insupportable toute la soirée. Autant je peux l'aimer, autant je me dis que des fois, ce gars-là, quand il est hors de contrôle, c'est un élément perturbateur épouvantable. Messieurs, une réaction par rapport à cela? Sinon, on passe à la suite. Ouais, on va passer à la suite. T'as pas eu le temps de parler. Stéphane a tout dit. Voilà, on tenait quand même à faire cette parenthèse pour vous expliquer aussi le pourquoi de la non-sanction contre Éric Fer. Et puis la suite, c'est Fribourg-Gotteron. Fribourg-Gotteron, pour qui la pause va enfin s'arrêter, j'ai envie de dire. 10 jours de pause pour les Dragons. Est-ce que c'est pas trop, 10 jours de pause, lorsqu'on a un rythme de croisière dans un championnat, lorsqu'on a une dynamique? Peut-être toi, Jérôme, t'en penses quoi? 10 jours, c'est quand même long, cette pause. Alors écoute, j'ai commenté le dernier match de Fribourg juste avant la pause. Je me suis entretenu avec Desharnais qui m'a dit, maintenant, on a un bonus que les autres équipes n'ont pas. C'est 10 jours de pause au mois de mars, ça arrive jamais. Il faut absolument qu'on en profite. Il faut qu'on se repose, qu'on recharge les batteries, qu'on soigne tous les petits bobos. On va profiter d'un peu se vider la tête et puis on va revenir. Par exemple, aussi. Mais il a dit, on a vraiment un avantage par rapport aux autres équipes et c'est vraiment à nous d'en profiter justement pour se changer les idées, se reposer et soigner les bobos. Et je pense qu'ils l'ont fait. Et soigner les bobos et signer un contrat. Je vais rebondir à ça, Stéphane. Fribourg-Gotteron qui a signé David Desharnais pour une saison complémentaire. Christian Dubé qui s'est exprimé sur cette signature en disant que c'est un joueur de centre, un joueur important dans notre effectif. C'est une bonne pioche pour Fribourg-Gotteron. Écoutez, oui, David est vieillissant. Ce n'est pas le même joueur que c'était à une certaine époque, mais il a encore son utilité dans bien des facettes du jeu. Ça reste un leader qui peut faire beaucoup de choses sur la glace, qui est utilisé à 4 contre 5, qui est utilisé à 5 contre 4, à 4 contre 5, un gars qui joue largement un des attaquants les plus utilisés, largement plus de 20 minutes par match, peut-être trop à mon avis. Et ça, voilà. Mais je pense que c'est une
très bonne pioche. Et le fait que ce soit d'une année aussi, ça c'est très bien. Je pense que lui ne voulait peut-être pas signer pour plus longtemps. Mais je pense que c'est une bonne pioche. Donc, Fribourg a fait un choix des étrangers, clairement. Donc, on a choisi finalement de laisser tomber Stahlberg, mais peut-être pas autant qu'on le dit, messieurs. Petite parenthèse. Donc, on sait que Brodin est toujours sous contrat, mais de source sûre, je peux vous dire que Brodin a été offert à plusieurs clubs. Donc, est-ce que quelqu'un... L'idée, c'est que Dubé a dit, OK, je choisis de signer Dernay, je ne peux pas me permettre Stahlberg, à moins que je réussisse à placer Brodin ailleurs. Ça, c'est pas dit, mais Brodin a été offert à plusieurs équipes. Donc, on a dit à des équipes, est-ce que vous vouliez le prendre avec son contrat ou est-ce que vous seriez intéressé de le prendre vous? Parce que nous, ça nous libérait une place pour éventuellement re-signer Viktor Stahlberg. Voilà la réalité des faits, messieurs. En tout cas, c'est une rumeur que j'ai entendue de plusieurs sources, donc elle doit être vraie. Bon, on nous a vendu il y a une année que c'était génial d'avoir 5 étrangers à Fribourg, d'avoir signé... Non, mais c'est vrai, j'invente rien. C'est vrai. Alors, c'était la panacée d'avoir 5 étrangers. On voit que cette année, quand il n'y a pas beaucoup de bobos, on n'est pas dans la même configuration. Et puis, ce contrat de 2 ans de Brodin, il pèse encore, il pèse sur l'équipe qui sera alignée la saison prochaine. Clairement, entre Brodin et Stolberg, je crois qu'il n'y a pas photo. Tout le monde ou presque prendrait Stolberg. Mais le cas Brodin, il est toujours pendant et je ne suis pas convaincu qu'on réussira entre guillemets, à se défaire de ce contrat en refilant Brodin à une équipe de National League parce que c'est quand même un beau contrat que Brodin a. À l'étranger, il n'y a pas tant de clubs comme ça qui peuvent s'aligner probablement sur ce salaire, même en Suède, ou surtout en Suède, j'ai envie de dire. Donc, ça va peser. Maintenant, clairement, s'il faut choisir entre Stolberg et Desharnais, ça ne doit pas être tout simple, mais on sait que des bons joueurs de centre qui ont déjà l'intégration. On se rappelle que Desharnais, il a mis quelques mois à trouver vraiment ses marques la saison passée. Mais depuis qu'il est là, il a une moyenne de points qui est top, il est bien intégré. Et je pense que ce serait très compliqué de trouver un Suisse, voire impossible, disons-le carrément, sur le marché actuel. Et puis après, on fait quoi au moment où on a un problème de centre? Non, là, ils ont quelque part résolu un gros souci en ayant un super joueur de centre comme David Desharnais l'est encore actuellement, malgré son âge quand même, qui avance. Voilà. Ouais, ça reste quand même un joueur de grande qualité. Tu avais loué les qualités de Stolberg notamment, son patinage, sa vitesse d'exécution. Ce sont quand même des qualités importantes dans un club. Il y a notamment quelqu'un qui a réagi en disant « Je rigole si Stolberg signe ailleurs ». Entre-temps, c'est Billy qui évoque ça en disant qu'on perdrait quand même un grand joueur. Mais la situation est complexe dans le fait qu'on doit se séparer de Brodin avant. Donc, c'est deux étapes, là. Visiblement, comme disait si bien Régis, 5 étrangers, c'est plus une option, visiblement, si je vois bien dans le discours. Mais est-ce que si tu es un club de National League, tu as vraiment envie d'aider Fribourg en engageant Brodin? Est-ce que tu ne ferais pas mieux de faire une offre à Stolberg, du coup? Et puis que Fribourg se débrouille avec Brodin, finalement. Oui, bien sûr, c'est un choix. Parce que si tu prends Brodin, si ton club prend Brodin, tu laisses Stolberg à Fribourg. Donc, du coup, tu aides Fribourg. Est-ce que tu n'as pas un meilleur temps de, toi, engager Stolberg? Bien sûr, mais après, Stolberg et Brodin ne sont pas tout à fait... C'est pas tout à fait le même genre de joueur. Non, ça, c'est sûr. Je pense que Stolberg est beaucoup plus cher. Mm-hmm. Mais il marque pas mal de points, 32 matchs, 13 buts, 14 assists, c'est 27 points pour Stolberg. C'est quand même un de ces joueurs qu'on attend qu'il fasse son point par match. Donc, c'est une question... C'est un gars qui a la réputation d'être très bon sur son année de contrat. Ouais, c'est Scarlevé d'ailleurs, un des internautes, qui a dit il y en a un qui va bien, c'est Brodin. Et puis il y en a un autre qui patine, c'est... faudrait que je retrouve simplement Brodin va très bien, c'est Simon qui nous met Brodin va très bien, Stolberg patine bien puisqu'il est en fin de contrat. Donc voilà, effectivement. C'est un joueur qui a cette réputation-là. Moi, j'ai entendu ça quelques reprises. Et c'était un peu la même chose. J'avais un peu le même son de cloche à Zug. À Zug, on n'était pas satisfait de son travail, mais c'est quand on le laissait aller en KHL, on trouvait qu'il ne travaillait pas assez fort, pas assez impliqué, pas assez leader. Moi, je trouve qu'à Fribourg, il a fait son job, là, honnêtement. Mais c'est un joueur qui a la réputation d'être très performant l'année qu'il doit renouveler son contrat. Il y a Fabrice qui nous dit aucun souci de voir Brodin la saison prochaine, c'est un guerrier.
C'est ce qui le caractérise. Ah oui, alors. Mais typiquement, lui, si on passe à 7 étrangers, messieurs, c'est un étranger de grande... Si on le considère comme un étranger 5 à 7, 5, 6 ou 7, il est là-dedans. Il est top, oui. Il est top. C'est un très bon. Il peut jouer, puis il va remplir un rôle spécifique, ce qu'on peut aller chercher avec les étrangers 5, 6, 7. Un joueur d'énergie, physique, etc. Il a rendu des fiers services l'année dernière à Fribourg. Souvenez-vous. Alors, il y a un autre guerrier. Hein. Lui, c'est un guerrier qui s'est plutôt dit maintenant, je vais prendre ma retraite tranquille, je vais me reposer dès la fin de saison. Ce guerrier dont je parle, c'est le défenseur Marc Aplanalp qui va mettre un terme à sa carrière au terme de la saison. Eh bien, on lui a tendu notre micro via Skype pour lui demander si cette décision avait été difficile à prendre pour lui. On l'écoute tout de suite. La décision n'est pas facile du tout, entre guillemets, parce que j'aime ce sport et puis c'est ça que j'aime bien faire, c'est ma passion, c'est le hockey sur glace. Alors, de ce côté-là, c'est pas facile la décision, c'est clair. Mais je dois regarder un peu dans le futur aussi. Et puis, ma future, c'est dans l'école. Et le hockey, ça va pas durer jusqu'à 64 ans, malheureusement. Alors, c'était ça la chance. Et puis, je dois la prendre. Maintenant, elle est là. Alors, c'est un bon timing. Alors, pour moi, ça joue bien comme ça. Ouais, il y a eu plein de commentaires. C'est un joueur très apprécié. Hein. Il y a José Pité qui a mis bravo, un clubiste, merci et bonne retraite. Serge qui a dit bravo Marc et excellent Games toutes ces années. Claude Prod Homme qui a mis encore un maillot retiré à Gauthieron aux côtés de Bikoff et les autres. Alain Mercier, respect et bravo. Mathieu Studer, bravo Marc, merci pour ta belle carrière à Gauthieron. Merci Marc, un défenseur défensif qui travaille dans l'ombre. Daniel Berger et puis Paolo notamment, dommage, c'est lui qui aurait mérité une année de plus. Dans son interview que vous n'avez pas forcément entendu, messieurs, il a simplement dit que c'était pas facile de prendre une décision comme celle qu'il a dû prendre, que quand on aime le hockey, qu'on est fait pour le hockey, eh bien, on vit le hockey à fond et c'est dur à prendre comme décision de mettre un terme. Mais il avait l'opportunité aussi d'aller dans une école parce que certains profs qui arrivent à un peu plus de 60 ans prenaient leur retraite. Je vous explique tout, après je me tais. Et du coup, ça libérait des places de professeurs à l'école. Et il a décidé d'enseigner la culture générale, d'enseigner le sport également. Finalement, Jérôme, belle reconversion pour Marc Aplanalp et très joli parcours avec 14 saisons consécutives à Gauthieron. Oui, après, c'est un choix de carrière. Il décide d'arrêter. Il aurait pu continuer encore. Il a certainement et très certainement pesé le pour et le contre. Et puis, il s'est dit que c'était peut-être mieux pour lui de se reconvertir maintenant parce qu'il a l'opportunité de le faire plutôt que dans 1, 2 ou 3 saisons, alors que là, il n'y aura peut-être pas la possibilité. Après, chacun son choix, quoi. Forster a décidé de continuer encore une année. Et puis, Aplanalp, qui aura 37 ans cette année, lui, il a décidé d'arrêter et puis de passer à autre chose. Ouais, vous pourrez entendre l'intégralité de l'interview, parce qu'on a fait une interview complète avec Marc Aplanalp, où il a vraiment évoqué ce côté reconversion, de dire c'est le bon moment d'arrêter, parce que si j'attends trop longtemps, j'aurai plus cette opportunité-là. Régis. Ouais, la différence avec Forster, c'est qu'à Fribourg, on ne manque pas de gars d'expérience derrière. C'est même parfois ce qu'on reproche à Gauthieron, c'est de ne pas donner plus sa chance à des jeunes hockeyeurs. Donc, on a encore l'arrivée de Diaz, il y a Fourer, c'est expérimenté, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Donc, quelque part, ce n'est pas du tout le même cas que Forster à Bienne. Je pense que si Aplanalp avait été à Bienne, on aurait plutôt cherché à le garder qu'à le laisser partir en retraite comme ça. Moi, j'aimerais quand même revenir sur un aspect, parce que oui, je crois qu'on connaît tous son jeu sobre, pas forcément très spectaculaire, mais une certaine efficacité. Moi, j'aimerais revenir sur la personne, tout simplement, parce que moi, je le dis honnêtement, je vais regretter qu'il arrête. Marc Aplanalp, c'était un gars, un gentleman. Je pense qu'il n'a pas eu beaucoup d'ennuis avec qui que ce soit dans le monde du hockey sur glace. Et en tant que personne, je suis très heureux qu'il prenne sa retraite non contraint, décidé de lui-même avec un plan de reconversion. Ça lui va comme un gant d'avoir cette filière-là et un petit regret de ne plus le voir la saison prochaine. Et on n'a pas parlé, notamment dans les renouvellements de contrat, on a parlé de Desharnais puisqu'on est dans les défenseurs. Philippe Fourer qui a renouvelé son contrat aussi du côté de Gauthieron. Moi, je veux parler là-dessus.
comme ça, je pense que c'est une bonne affaire parce que je pense que Fureur a quand même son utilité. La question est à quel prix? Si on l'a signé à un prix raisonnable, je me dis que c'est une super décision parce qu'on rappellera que les objectifs de Fribourg sont avoués, c'est aller au titre dans les prochaines années, donc ça te prend de l'expérience, quitte à prendre la place d'un jeune éventuellement. Et je pense que c'est un gars qui joue 30-35 matchs par année, donc il faut le payer pour les 30-35 matchs qu'il joue. Puis voilà, c'est ça. Si tu le payes 500 000, c'est beaucoup trop. Mais si tu le payes dans 200 et 300 comme Forster, tu peux vivre avec. C'est le prix d'un excellent jeune ou d'un joueur moyen. OK, tout dépend du prix, messieurs. Tout dépend du prix. On sait que Fureur a déjà amorcé sa reconversion, travaille un petit peu à côté de façon indépendante dans différents domaines. Ça, c'est de la notoriété publique aussi. Donc, si ce gars-là fait ça, tu dis OK, je te signe, en sachant très bien que ta moyenne de match est 30-35, tu as tel âge, puis tu as des activités non officielles à côté, ben moi, je te signe à ce prix-là. Est-ce que tu es preneur? Si c'est ce qui est arrivé, je me dis c'est chapeau. Par contre, si on l'a signé à 500 000, je me dis non. Voilà. On a tous un prix, messieurs, dans la vie. Voilà, je rebondissais à une question qui nous était posée par Fabien par rapport à Fureur. Effectivement, il est important quand même de signaler cette signature. Et puis, il y a Julien qui dit les clubistes, une espèce de plus en plus en voie de disparition, de plus en plus rare dans nos championnats. C'est peut-être ça qui est dommage. Ben oui, on est dans un monde professionnel et c'est le sport business quand même. Surtout en National League, on peut que comprendre ça, malheureusement, oui. C'est vrai qu'on aime bien les clubistes. On a toujours un faible de voir des joueurs. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir dans chaque club un peu des Julien Sprunger. Pour moi, c'est l'exemple le plus parlant. Et même des Jonathan Mercier, qui sont des gens, des piliers de l'équipe. Et je pense que c'est vrai qu'on aime bien en voir un peu partout. On va profiter encore d'Aplanalp, notamment encore quelques fois, puisque le championnat n'est pas terminé et qu'on aura l'occasion de vivre encore ces rencontres avec passion et émotion. Je vous propose de passer à la suite du programme, messieurs, c'est Genève-Servette. Ouais, Genève-Servette, pour qui c'est un petit peu le coup de frein quand même. Il y a eu 2 défaites consécutives, une victoire difficile à acquérir du côté de Langnau. Moi-même, j'ai eu la chance de vivre le match du côté de Langnau. Alors certes, il y a eu plus de tirs genevois que d'opportunités pour Langnau, mais qui joue finalement totalement décontracté, plus aucun espoir pour les Emmentalois. Mais voyant le programme qui arrive, on va l'évoquer tout à l'heure, pour Genève, d'égarer un point finalement, et malgré l'excellent match de Tom Ernest, parce que c'est quand même lui qui a amené son équipe au succès, je suis un petit peu inquiet pour les Genevois. Est-ce que c'est aussi votre point de vue? Peut-être toi, Jérôme. Inquiet, non, parce qu'ils sont pleinement dans cette lutte pour le top 6. Après, c'est vrai qu'ils ont fait une petite semaine, 2 matchs, 2 points, avec une défaite contre Berne et puis une victoire aux prolongations contre Langnau. On s'attendait peut-être à mieux du côté servétien, mais toutes les équipes ont eu des hauts et des bas, Genève aussi. Et puis c'est comme l'a dit Régis, il ne faut pas que la période soit maintenant, quand on est tout en bas. Donc on espère évidemment pour les Genevois qui vont se ressaisir, et puis qu'on ait ces 4 romans dans les 6 premiers. Ça serait quand même incroyable, ça. Stéphane, toi, tu vas vivre demain le match de Genève. Comment tu expliques la loi de la moyenne? J'ai envie de te dire, je rebondis un peu à ta prochaine écriture qu'on va découvrir sur les réseaux sociaux. Dans ma prochaine, je vais vous dire qu'elle n'existe pas, la loi de la moyenne. Voilà. Dans ma prochaine écriture. Je vais Donc, vous si elle expliquer n'existe pourquoi. Pourquoi Genève a perdu ces 2 matchs? Il y a eu de la difficulté contre Langnau. Je joue sur les mots un peu, évidemment, vous avez bien compris. Vous la lirez, c'est intéressant. Mais écoutez, toutes les équipes, à part Zug qui a quand même perdu 2 matchs, là. Peut-être que là, c'est un retour des choses d'après COVID, mais toutes les équipes ont voilà, la preuve que ça existe, la loi des nombres sur la longueur, c'est qu'il y a ce classement qui est très, 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 très serré. Et moi, je le dis depuis un moment, je trouve que Genève est, au vu de leur effectif et les nombreuses qualités qu'ils ont à plusieurs postes, je pense qu'ils sont un petit peu en dessous de ce qu'on aurait pu attendre. Ils perdent des points qu'ils ne devraient pas perdre comme la semaine dernière de façon régulière. Par contre, ils sont capables d'aller chercher des gros matchs. Donc, mais je n'ai pas perdu confiance en cette équipe-là. Bon, je ne vais pas avoir confiance ou non, mais je pense que cette équipe-là a les reins très solides, a tout ce qu'il faut, a tous les éléments pour réussir un bon parcours en play-off dans ce qu'on appelle la vraie saison.
Il faut qu'il se qualifie dans les 6 premiers parce qu'après, une série de la mort à 2-3, on va éviter ça. Et je pense que cette équipe-là a des ressources, est une des équipes les mieux armées de notre championnat pour aller loin en play-off. Je persiste et je signe. J'ai eu 2 réactions. Donc, il y en a une de Loïc qui nous dit Carrère, pour moi, cette saison pourrait être dans le top 5 des défenseurs suisses. Et il aimerait notre avis. Et puis, Desclous, meilleur gardien de la Ligue. Chaque match de plus en plus solide et impressionnant. Alors, peut-être déjà Carrère pour cette révélation découverte de Max Sorlet, parce que je me plais quand même à le rappeler que c'est lui qui l'a fait venir à Genève. Vous en pensez quoi? Messieurs, je veux juste une parenthèse, je vais laisser la parole après. On parlait des clubistes tout à l'heure. Carrère et Miranda étaient des clubistes de Zurich jusqu'au jour où ils se sont dit, là, on n'a pas notre chance ici, il faut partir. Ils l'ont fait, et Carrère, ça lui a rendu service de ne pas être clubiste. Parce que sa valeur, messieurs, sur le marché, elle a fait comme ça. Elle est rendue très, très haute parce qu'il est déjà... Il y a beaucoup d'équipes qui s'intéressent à lui lorsqu'il sera en fin de contrat à Genève, puis il n'est pas en fin de contrat tout de suite. Donc, pour vous dire que des fois, être clubiste, ça ne rend pas toujours service. C'était ma parenthèse. En tout cas, il a pris beaucoup de valeur ces derniers temps et depuis 1 année et demie, c'est un défenseur qu'on connaissait peu, voire pas en Suisse romande. On évoquait, je me rappelle, quand il a signé son potentiel, on se disait Zurich vraiment a préféré faire la confiance à Blindenbarrer, à des Gehring, à des gens comme ça. Moi, je trouve qu'il s'est développé de manière magnifique. Il faut rendre aussi hommage à Genève qui lui a donné cette possibilité, qui a cru en lui, qui vraiment l'a boosté. Je crois qu'on peut expliquer ça. Aujourd'hui, il est complet, il est le... Je réfléchis, mais je pense qu'on peut dire le top défenseur suisse à Genève, quoi. Donc, c'est sûr, il s'apprête à signer un gros contrat dans l'année qui vient, et ça va pas être simple de le conserver à Genève. Il a doublé sa valeur. Il a probablement doublé sa valeur, le garçon. Moi, je suis sur Zurich, là, je ne l'ai pas donné sa chance, je l'ai laissé aller. Je veux le payer. Ils vont le payer. Si c'est Zurich, évidemment, qui remporte la mise, ils vont le payer probablement 2 ou 3 fois plus cher. Et Jérôme, on évoquait dans les gardiens, Desclous actuellement un des meilleurs gardiens. Je pense aussi à Joren van Pottelberg, des gardiens qui s'illustrent cette saison. Toi, tu as quel point de vue sur Desclous? C'est vrai qu'il a sauvé le match contre Langnau. À quelques secondes avant la fin de la rencontre, il sauve en face à face avec un des Schmutz, seul face à lui. C'est une des valeurs sûres de ce Genève. J'ai envie de dire encore une fois, il sauve Genève, il a fait des super matchs, c'est la révélation de la saison, bien meilleur que Van Pottelberg à Bienne, tu voulais faire la comparaison, Jacques. Et puis surtout, Desclous, il a signé son contrat, maintenant il est pour quelques années à Genève, il est assez tranquille, il peut vraiment se concentrer que sur le hockey sur glace, il n'a rien d'autre à penser, et ça je pense qu'on sait qu'un gardien doit être fort dans la tête, alors quand on a son avenir qui est assuré, je pense que dans la tête, on doit être au top aussi. Moi, je pense que c'est clairement le gardien suisse de l'avenir. Je pense qu'il est en train de prouver on a des gardiens un peu vieillissants, des Giannoni, des Berra, des Stéphane. On a le droit de se pencher sur ce qui va se passer pour les gardiens suisses et de l'équipe de Suisse en conséquence. Et je pense qu'aujourd'hui, il est clairement le numéro 1 en devenir. Et on peut se réjouir aussi de voir un Van Pottelberg qui assume pleinement ce statut. Donc, c'est bien, très bien, magnifique. Mais juste pour faire une parenthèse, parce qu'on parle de gardiens de Bienne et des gardiens de Genève, maintenant, la moyenne jumelée des gardiens des équipes, c'est plus de 2% de différence, messieurs. 2% de différence entre la moyenne des gardiens de Genève et celle de Bienne, c'est énorme. Énorme. Donc, c'est une grosse, grosse différence et ça peut expliquer, parce que Bienne, si vous regardez, il y a certaines statistiques qui sont favorables à Bienne par rapport à Genève. Et si, imaginez Bienne avec des gardiens à plus de 93,5%, au lieu d'avoir des gardiens à 90,5, à 92,5 versus 90,5, imaginez où serait Bienne s'ils avaient eu 2% de plus de la part de leur Non, mais il y a une différence, Stéphane, entre le début de saison, quand il a fallu que Van Pottelberg prenne ses marques. Voilà. Et je pense, j'ai pas les stats en tête, mais depuis avant Noël, il a décollé et maintenant il est quasiment au niveau de Desclous, je pense, tout simplement. Non, parce que si tu prends ces derniers matchs, la deuxième partie de sa saison, ça a été tellement difficile en début de saison qui fait que la moyenne globale est à 95. Mais s'il l'avait pas eu, c'est le problème.
je refais le monde en me disant, s'ils n'avaient pas eu ces problèmes en début de saison, s'ils avaient été aussi performants, où serait Bienne? Bienne qui est bien revenu. Bienne serait peut-être deuxième au classement, messieurs, loin devant. Peut-être, je ne sais pas, mais parce que Bienne, à certaines statistiques avancées, montre des belles choses. Et puis finalement, on a peut-être été dur avec Leon Berrière, avec Rayala, etc. Si ce n'était pas juste une histoire de goalie pour finir en début de saison. Oui, peut-être. Ouais. Et puis en parlant des gardiens suisses, il ne faut pas oublier non plus Ludo Weber à Zurich, qui fait une saison remarquable du côté du Hallenstadion. Il allait là comme gardien numéro 2, mais numéro 1. Il est passé devant Fleuler. Après les gardiens, les équipes, on va passer à notre partie débat. On va reparler de Genève d'ailleurs dans cette partie débat, puisque c'est ce classement, cette bouteille à encre du championnat de National League. C'est un championnat serré plus que jamais. Grâce ou faute à la 6e, 7e place. Je pense que c'est plutôt grâce parce que ça donne un impact dans le championnat. On le découvre, ce classement qui est extrêmement serré. C'est 4 points d'écart entre le 2e et le 7e. Ça va être terrible. Cette fin de championnat va être terrible. Il y a des confrontations directes. Il y a vraiment un énorme enjeu pour chaque équipe et chaque point qu'elles devront remporter. Stéphane, peut-être. Jérôme. Non, c'est égal. Écoute, il y a une grosse lutte entre le 2e Zurich jusqu'au 7e Bienne. Chaque point va compter. En plus, les calendriers font que ces équipes vont beaucoup se rencontrer également. Par exemple, à Lausanne, il reste 9 matchs. Ils vont jouer 7 fois contre des équipes qui sont de 2 à 7. Donc, il y aura des confrontations directes, des matchs à 6 points. C'est peut-être déjà même des pré-playoffs. On peut presque dire ça comme ça, mais chaque point va compter. Et par exemple, un Bienne qui menait 3-0 samedi à Lausanne à la 12e minute, qui ont perdu aux prolongations, les 2 points de perdus, ça va peut-être compter dans 2 semaines. Mais bien sûr, imaginez que Bienne avait gagné ne serait-ce qu'un match de plus contre Fribourg cette année. Ah ouais. Avec les 5 défaites de suite. Comme 5 défaites de suite, effectivement. Bien, donc évidemment, on peut réfléchir comme ça. Et puis si Zurich finissait 7e contre toute attente, c'est possible, parce que Zurich ne va pas si bien. Non, le championnat, c'est quand même pas... C'est pas l'équipe qui a le vent dans les voiles actuellement. Et puis, on peut faire une parenthèse sur Berne, qu'on annonçait de retour aux affaires avec Conacher et tout ça. Oui, Jeffrey avait le premier bloc est plus percutant. Et Berne, l'embellie n'a pas duré, messieurs. Donc, c'est pas beaucoup mieux que c'était. Puis ils sont fatigués. Ils sont fatigués avec l'enchaînement des matchs. À ce niveau-là, moi, j'aimerais faire une petite tirade. On parle calendrier et tout. On a vu que Lausanne avait l'équipe qui a le plus de matchs encore à jouer. Ils en ont encore 9. Et ils vont enchaîner là une série de 6 matchs en 8 soirs. Donc, c'est de la folie. Il ne faut pas penser qu'ils vont faire une moyenne de 2,7 points par match pendant ces 6 matchs. Alors, Billy a réagi en disant qu'ils ont une chance, les Lausannois, c'est qu'ils ont très peu de blessés, absence d'Oudacek, de Maillard, sinon un effectif relativement complet. C'est peut-être un avantage pour Lausanne. Tu as dit Billy Feucklin? Oui, Billy Feucklin, c'est lui qui a déclaré. Billy, d'accord. Okay. 608, c'est de la folie. Plein de points. Ça, c'est clair que là, ce qui joue en faveur de Lausanne, c'est qu'ils sont dans le peloton avec moins de matchs. Donc, tu peux dire, s'ils gagnent les matchs en main, c'est bon. Ce qui les défavorise, c'est l'accumulation des matchs. Et en plus, il ne leur reste que 2 matchs à la maison. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Devant leur public. Non, mais les déplacements, il faut les faire. Il faut aller à Davos, il faut aller à Lugano. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il faut aller à Rapperswil. Après, c'est clair qu'aller à Genève ou à Fribourg, c'est pas la même chose. Mais je veux dire, c'est un élément dont il va falloir tenir compte. C'est qu'ils vont avoir un rythme de fou, tout simplement, jusqu'au lundi de Pâques. Alors, messieurs, petite prédiction. Mouillez-vous. Qui va finir? Bon, Davos va finir 8, on le sait. Il est crochet. Qui va finir 7? Question. Régis. Tu as 5 secondes pour répondre. Qui va finir 7? Tic-tac. Ouais, ça va être très chaud, les gars, parce qu'à cause des grosses affiches, là. Tu te mouilles pas? Non, je ne suis pas là pour ça. Ouais, mais non, c'est un jeu, c'est une prédiction. Voilà, juste comme ça. Ça n'a aucune valeur, évidemment. Je dis prédiction. Moi, je dis bien.
Moi, je joue la sécurité. Je regarde le classement, la première équipe que je vois, c'est ça. Moi, je dis. Mais Genève a quand même un parcours très compliqué, messieurs. Hein. Ce sont des affiches très importantes pour les Genevois. Ils ont Lausanne, Zug, ils ont Vienne ensuite. Ils ont Fribourg encore. Mais que des confrontations directes. Messieurs, qui va finir 7? Dites-moi. Je veux juste savoir qu'on joue un jeu là. Non, il n'y a pas assez d'enjeux. Il n'y a pas assez d'enjeux pour que je me mouille. Désolé, on mène une alors. 5 francs. Non. 10 francs. 20 francs. Lugano, il y a des spécialistes des paris. Lugano, même s'ils sont dans une belle série, hein, ils ont 5 matchs, 5 succès consécutifs. Toi, tu dis Lugano. La loi de la moyenne, ça peut tourner et Lugano peut se retrouver en situation défavorable, quand bien même, si on regarde encore les matchs qui les attendent. Alors, ils ont Zurich, ensuite Ambry à la maison, Davos, Lausanne, Langnau, Rapperswil. Ah bon? Donc, ils ont un calendrier favorable quand même. On finit avec un Genève-Lugano. C'est encore relativement favorable, mais il y a des hauts et des bas. Toi, tu ne peux pas dire bien. Tu ne peux pas dire bien parce que tu vas te faire expliquer. Non, mais moi, ce que j'espère vraiment, c'est on est quand même la chaîne romande de MySports. On espère évidemment que les 4 romans soient dans les 6. Évidemment. Mais oui. Mais ça voudrait dire... À ce moment-là, ça tu crois, c'est 2 choses. À ce moment-là, ça voudrait dire que Lugano ou Zurich finissent 7e. Mais moi, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est Lausanne a maintenant 6 matchs en 8 jours. Est-ce qu'ils vont choisir leur match? Sous-entendu, ce match-là, il est hyper important parce qu'on joue contre un du top 6. Est-ce que celui-là, on va vraiment donner de l'énergie à fond pour le gagner? Et puis tant pis si on est fatigué pour le suivant? Ou est-ce que ce match-là, on va équilibrer le temps de jeu des 4 lignes? Et puis ce match-là, on va plutôt faire jouer les leaders? Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça ou pas? Dans le coaching, peut-être un peu. Si prennent l'avance dans un match, tu tournes plus à 4 lignes, tu décharges les gens, etc. Mais tu ne peux pas amorcer un match en disant celui-là, il est moins important que l'autre. Par contre, il y a des soirs où ils n'auront pas le choix de tourner à 4 lignes. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Régis, qui va finir 7e? Mon deuxième nom, c'est Idéfix. Alors, pendant que tu réfléchis, Régis, il y a Loïc qui nous dit « J'ai l'impression que Genève se met au niveau de ses adversaires. Chaque fois qu'il joue à une grosse équipe, ça joue mieux. On pense à Omar, à Winnie, des joueurs qui aiment ces challenges-là. Il y a eu Simon qui nous a dit « C'est Bienne qui sera 7e ou Lausanne. » Fabien Luisier nous dit Zurich 7e avec un éclat de rire. Alors, ça, c'est son souhait. Et il met soyons fous. Zurich Berne après playoff. Donc voilà, il y a pas mal de pronostics. Moi, j'ai dit Lugano, je me suis mouillé. Jérôme, tu t'es mouillé? Bon, il a dit 2 équipes, lui. C'est moins mouillé que moi. Hein. Régis, à ton tour. J'ai répondu pour Régis, on va dire ça comme ça. Voilà. J'ai donné 2 équipes. T'as nommé Lugano, ça? Est-ce que tu as bien nommé Lugano pour Régis? C'est bien entendu? C'est terrible. Je ne dirai rien. Écoutez, messieurs, on aura plaisir à vous retrouver. Hein. Demain, il n'y aura pas de studio, mais par contre, Stéphane, tu seras à Genève pour un certain Genève-Lausanne. Voilà, première confrontation. Hein. Première confrontation. Il y a ta rubrique, le coup de plume. Cette fois, tu n'as pas écrit en tant que jeune joueur. Mais tu nous as parlé de ta fameuse loi de la moyenne. On pourrait faire des t-shirts d'ailleurs, loi de la moyenne, Stéphane Rochette. Loi de la moyenne, tu vas largement en parler, puis avec humour, je crois. Hein. Oui, puis on a un petit peu les stats avancées. Je fais un petit peu des parenthèses sur différentes statistiques. Et puis la semaine dernière, je suis assez content parce que la lettre que j'avais écrite, en fait, c'était pour exprimer ce que pouvaient ressentir des jeunes du mouvement junior suite aux déclarations de Berger dans La Liberté. Et puis, il a joué le jeu. Il m'a écrit un mail. Il m'a dit, écoute, Steph, je vais jouer le jeu. Je vais répondre à ta lettre pour expliquer mon point de vue de la situation. Est-ce que vous pourriez le mettre sur votre site, etc. Je dis, pourquoi pas? Super bonne idée. C'est très classe de sa classe. C'est très classe de sa part. Hein. Il a sauté sur l'occasion pour expliquer, répondre à des questions qui, autrement, il n'aurait pas forcément pu répondre. Parce que je sais que ça avait remué pas mal dans les mouvements juniors, etc. Et puis, ça a été en fait un bon mode de communication à refaire. J'écrirai peut-être une lettre au juge unique une fois. Je ne sais pas s'il va me répondre. Ouais, j'ai plus de doutes, Stéphane. Jeune arbitre débutant. Peut-être qu'il va m'écrire, Steph, que je peux te répondre à ta lettre pour expliquer mon truc. Je ne sais pas, ça serait mon souhait, mais je ne suis pas certain que j'aurai la même réponse. Mais c'est une bonne façon de dire, voilà les questions qui peuvent survenir dans le mouvement junior. C'était pas méchant, mon truc. Et puis, lui, il aurait sauté sur l'occasion. On s'est mis d'accord. J'ai dit, go, parfait, c'est une super bonne idée. Et puis, je sais que ça a eu un vif succès. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Il a mis ça sur LinkedIn, etc. Et c'est très bien. C'est très bien. Bravo à Raphaël Berger, effectivement. À refaire.
à refaire. Et puis, ils peuvent te suivre sur les réseaux sociaux. Signé Stéphane. On ne peut pas le manquer. On te voit avec une canne de hockey, prêt à faire chauffer la plume. Ouais, demain, c'est la Jérôme, loi de la moyenne n'existe pas, messieurs. Vous vous rendez compte? Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. À C'est moitié, elle vous allez n'existe voir. pas. Mais la zone grise, elle est toujours là. Non, La zone grise, ça sera le thème, je la garde pour plus tard, la zone grise. Parce ok. qu'en playoff, il y en aura des zones grises dans les mêmes passions, les gars. Je dis ça, je dis rien. Tu l'as gardé pour plus tard. Je dis ça, je dis exactement. Toi, tu vas dire quelque chose demain, Jérôme. Tu seras sur le match Berne-Langnau. Oui, le derby. Entre deux interviews de Gaëtan Jobin, de David Ebicher ou de Guillaume Manet pour la préparation de la suite de Mon rêve de National League, qui bat son plein. On va découvrir le 4e épisode bientôt, puis rediffusion des autres épisodes. Et puis toi, Régis, c'est Holton-Sierre. Est-ce que Sierre va inverser la tendance, la remontada des Sierrois? Tu vas nous faire vivre ce match? Ça s'annonce passionnant quand même. J'espère surtout qu'à Sierre, on a encore du gaz, du fuel dans le réservoir pour essayer d'au moins déjà en gagner une. Je ne pense pas que pour l'instant, il va falloir voir plus loin que ça. Mais en tout cas, oui, j'ai une semaine Swiss League parce que jeudi, je serai également sur le match qu'on diffusera, même si rien n'est encore décidé, puisque pour l'instant, il n'y a qu'un seul match qui est garanti pour jeudi, à savoir Langenthal-Turgovie. Donc, Langenthal-Turgovie qui n'est pas terminé aussi au niveau de cette série, qui ne se terminera pas tout de suite, effectivement. Merci à tous nos internautes qui ont largement participé aujourd'hui. Simon qui nous dit « Messieurs, ce fut un plaisir comme toujours. Très bonne journée à vous et bonne semaine. » Oh oui, elle va être belle cette semaine avec la Swiss League, la National League. Championnat qui arrive tout gentiment au terme de saison régulière. De nouvelles histoires qui commencent. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné sur cet overtime. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et vous dis à très très vite. Bye bye. Bye bye. Ciao tout le monde. Ciao Bye tout bye. le monde.